La banque m'a appelé. Madame, un inconnu a viré 44 millions de dollars sur votre compte. Venez de toute urgence. Je suis arrivé. Le directeur a fermé la porte et a dit, Madame, l'expéditeur vous a laissé un message. Quand je l'ai lu, mes mains se sont mises à trembler. Bonjour, chers auditeurs. C'est encore Anna. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et aimez cette vidéo. Dites-moi aussi en commentaire de quelle ville vous m'écoutez. Comme ça, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Margaret Collins. La plupart des gens m'appellent Maggie. J'avais 52 ans quand tout a basculé. Et je veux vous raconter cette histoire, exactement comme elle s'est produite. Sans dramatisation, sans arrondir les angles. Parce que la vérité, comme je l'ai appris, est toujours plus étrange et plus brutale que tout ce que l'on pourrait inventer. Je vivais dans une banlieue tranquille de Cincinnati, en Ohio, dans une maison de couleur crème au volet vert, que mon défunt mari Daniel et moi avions acheté en 1998. Nous y avons élevé notre fils, Ethan. Nous l'avons vu faire ses premiers pas sur le porche arrière, et nous l'avons envoyé à l'université depuis cette même porte d'entrée. Daniel est décédé il y a 3 ans. Une crise cardiaque foudroyante, soudaine et sans pitié, comme la mort l'est si souvent. Il avait 56 ans. Il avait été ingénieur en structure toute sa carrière, méthodique, précis, le genre d'homme qui gardait chaque reçu et classait chaque document dans des dossiers à code couleur dans son bureau à la maison. Je l'ai aimé pendant 30 ans. Son absence a laissé dans cette maison un silence qu'aucune routine ne pouvait combler. Après la mort de Daniel, j'ai pris ma retraite de mon poste de bibliothécaire en chef à la bibliothèque publique de Westfield, et je me suis installée dans une vie prudente et modeste. Je m'occupais de mon jardin, des tomates, de la lavande, un rosier tenace que Daniel avait planté l'été avant de tomber malade. Je conduisais Ethan à l'aéroport quand il venait de Denver. Je cuisinais pour une personne, je lisais des romans le soir, et j'essayais, comme le font les veuves, de construire une vie à partir de ce qui restait. Je n'étais pas riche. Daniel avait laissé une modeste assurance vie et une pension, assez pour que je vive simplement, mais pas de façon extravagante. Je conduisais une Honda Accord de 2017. Je découpais les bons de réduction pour les courses. Je ne pensais pas à 44 millions de dollars. Je ne savais même pas à quoi ressemblaient 44 millions de dollars. Mais certaines choses commençaient à sembler anormales. Pas de façon dramatique, pas d'une manière que je pouvais clairement exprimer. Juste anormal. Comme on se sent mal à l'aise dans une pièce où les meubles ont été légèrement déplacés pendant la nuit. Le premier appel est venu de Robert Collins, le frère cadet de Daniel, environ 6 semaines avant que la banque ne m'appelle. Robert et moi n'avions jamais été proches. C'était le genre d'homme qui entrait dans une pièce avec trop de bruit, et qui gardait ses rancunes avec trop de silence. Et sa femme, Sandra, était précisément la femme que l'on s'attendrait à ce qu'il ait choisie. Au très anguleux, socialement prudente, et perpétuellement en train de calculer quelque chose derrière ses yeux. Quand Daniel était en vie, Robert et Sandra avaient pris l'habitude de nous rendre visite 1 ou 2 fois par an, et chaque visite avait la vague impression d'une inspection. Ils regardaient la maison, les meubles, la voiture de Daniel. Ils posaient des questions qui n'étaient pas tout à fait des questions. L'appel de Robert, ce mardi matin-là, était agréable dans le ton, mais creux sur le fond. Il a dit qu'il prenait juste de mes nouvelles. Il a demandé comment je me débrouillais. Il a mentionné nonchalamment, presque en aparté, qu'il avait examiné certains des anciens papiers d'affaires de Daniel et se demandait si j'avais trouvé quelque chose d'important dans le bureau à la maison. Je lui ai dit que non, ce qui était la vérité à ce moment-là. Il a dit, « Eh bien, tu sais, Daniel avait toujours quelques surprises dans sa manche. » Il a ri. Pas moi. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de Sandra. Elle était dactylographiée, et non manuscrite, ce qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur son véritable objectif. Elle écrivait qu'elle et Robert s'inquiétaient de la bonne gestion des actifs familiaux après le décès de Daniel, et suggérait que nous rencontrions un médiateur pour discuter de ce que Daniel aurait voulu.
J'ai lu la lettre 2 fois à la table de ma cuisine, puis je l'ai posée à côté de ma tasse de café et je suis restée assise avec elle pendant un long moment. Les actifs familiaux, comme si la vie de Daniel, notre vie, n'était qu'un bilan à diviser. J'ai appelé mon fils Ethan ce soir-là. Il était prudent. Maman, à quoi pensent-ils avoir droit, exactement? Je n'avais pas de réponse. Je savais seulement que l'expression « avoir droit » était exactement la bonne. J'ai classé la lettre dans un tiroir et j'ai essayé de ne plus y penser. Je me suis dit que Robert et Sandra étaient simplement désagréables dans leur deuil, comme le sont certaines personnes. Je me suis dit que ça passerait. Ça n'est pas passé. Un jeudi matin, fin octobre, mon téléphone a sonné alors que j'étais dans le jardin, en train de retirer les pousses mortes du rosier. J'ai reconnu le numéro. C'était la First Heritage Bank, où Daniel et moi avions notre compte joint depuis plus de 20 ans. J'ai essuyé mes mains sur mon jean et j'ai répondu. Madame Collins? La voix était formelle, mesurée, le genre de calme professionnel qui ne sonne de cette façon que lorsque quelque chose de très grave est en train de se produire. Ici Patricia Hay, directrice de l'agence de la First Heritage Bank sur Sycamore Avenue. Je dois vous demander de venir dès que possible. Il y a eu un transfert de fonds important sur votre compte, et nous devons vérifier la situation directement avec vous. Important comment, ai-je demandé. Ma voix était plus stable que je ne me sentais. Il y a eu une brève pause. 44 millions de dollars, Madame Collins. Le transfert a été effectué ce matin. Je suis restée là, dans mon jardin, avec des tiges de roses mortes à la main, tandis que le ciel d'automne, gris et bas, pesait sur moi, et je n'ai pas parlé pendant ce qui m'a semblé être une minute entière. 44 millions de dollars. Sur mon compte. D'un inconnu. Je serai là dans l'heure, ai-je dit. J'ai conduit jusqu'à la banque avec mes mains prudentes et délibérées sur le volant, comme on conduit quand son esprit est complètement ailleurs. L'agence de Sycamore Avenue était un bâtiment où j'étais entrée des centaines de fois au fil des ans, pour déposer les chèques de paie de Daniel, pour retirer de l'argent pour les achats de Noël, pour m'occuper des formalités de succession après sa mort. Elle avait toujours été ordinaire et familière. Ce matin-là, elle me semblait être un endroit complètement différent. Patricia Hay m'a accueillie à la porte. Elle m'a serré la main avec la poignée prudente d'une personne qui gère une situation. Madame Collins, merci d'être venue si vite. Elle m'a fait passer devant les guichets, devant la salle d'attente avec ses fauteuils moelleux et son ficus en peau, dans un couloir moquetté jusqu'à un bureau privé au fond du bâtiment. La porte était déjà ouverte, et assis à l'intérieur, à une petite table de conférence avec une mallette en cuir ouverte devant lui, se trouvait un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. Madame Collins, dit Patricia. Voici James Whitfield. C'est un avocat spécialisé en succession. Il dit qu'il attendait de pouvoir vous parler. James Whitfield avait la soixantaine, les cheveux argentés, des lunettes à monture métallique, et l'expression posée d'un homme qui avait annoncé des nouvelles difficiles de nombreuses fois auparavant et savait exactement comment s'y prendre. Il s'est levé quand je suis entrée, m'a tendu la main et a dit « Madame Collins, je m'appelle James Whitfield. J'étais l'avocat de votre mari, et je crois qu'il est temps que vous appreniez la vérité sur Daniel. » Je me suis assise lentement. Dehors, par la fenêtre, le vent d'octobre agitait les arbres le long de Sycamore Avenue. J'ai croisé les mains sur la table, j'ai regardé James Whitfield et j'ai pensé, quelle vérité? Qu'est-ce que Daniel a bien pu me cacher? James Whitfield n'était pas pressé. C'est la première chose que j'ai remarquée chez lui. Il parlait avec la lenteur d'un homme qui comprenait que les mots, une fois prononcés, ne peuvent être repris. Il a versé de l'eau d'une petite carafe sur la table, a placé un verre devant moi, puis a sorti un dossier manie de sa mallette. Avant que Daniel ne décède, commença-t-il, il est venu me voir au printemps 2018. Il m'a demandé de créer une fiducie irrévocable en son nom. Il a été très précis sur les termes, très précis sur qui devait recevoir les actifs de la fiducie, et quand. J'ai regardé le dossier. J'ai regardé ses mains, la manière prudente dont il tenait les papiers. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? La question est sortie avant que je puisse réfléchir. Whitfield a croisé mon regard. Il avait peur de ce qui,
je crois, est en train de se passer maintenant, Madame Collins. Il avait peur de son frère. Il a tout expliqué lentement, morceau par morceau, et je suis restée assise sur cette chaise de bureau de la banque, écoutant, sentant la pièce se réorganiser autour de moi, comme une pièce le fait quand quelque chose de fondamental change. Au début des années 1990, avant que je rencontre Daniel, avant notre mariage, il avait fait partie d'un petit groupe d'amis qui avaient mis de l'argent en commun pour investir dans une start-up technologique basée à Columbus. C'était informel, quelques milliers de dollars chacun. Le genre de pari que de jeunes ingénieurs faisaient sur des outsiders. La start-up a d'abord échoué, s'est restructurée, a été absorbée par une plus grande entreprise, et pendant des années, les actions sont restées dormantes dans un compte de courtage que Daniel avait presque oublié. Puis, il y a 12 ans, cette plus grande entreprise est entrée en bourse. Les actions se sont multipliées. Daniel, discrètement, prudemment, a déplacé les actifs dans une fiducie privée. La fiducie irrévocable Daniel R. Collins, gérée par Whitfield, avec une seule bénéficiaire désignée, moi. La fiducie avait un déclencheur spécifique. Elle me serait transférée au 3e anniversaire de la mort de Daniel, à condition qu'aucune contestation judiciaire de la fiducie n'ait abouti pendant cette période. Il y a 3 ans et 1 semaine, Daniel était mort. Il y a 3 jours, l'anniversaire de la fiducie était passé sans contestation judiciaire aboutie. 44 millions de dollars étaient arrivés sur mon compte ce matin-là. Il ne vous l'a pas dit Whitfield, parce qu'il pensait que si Robert savait que vous étiez au courant de l'argent, Robert vous mettrait la pression directement, vous manipulerait. Daniel connaissait son frère. Il pensait qu'il était plus sûr pour vous de ne pas savoir, que votre ignorance sincère serait votre protection. J'ai fixé le grain de la table un instant. Votre ignorance sincère serait votre protection. 30 ans de mariage. 30 ans de samedi matin, de liste de courses partagées, et de la chaleur spécifique de dormir à côté de la même personne si longtemps que vous connaissez chaque petit bruit qu'elle fait. Et mon mari avait porté ce secret pendant tout ce temps. Je ne savais pas si je devais me sentir trahi ou soutenu, protégé ou trompé. Les deux. J'ai décidé que je ressentais les deux. Robert était au courant de la fiducie, ai-je demandé. Robert s'en doutait. Daniel avait fait l'erreur, au début, avant de venir me voir, de mentionner l'investissement à Robert en passant. Pas le montant total, pas les détails, juste qu'il avait de vieilles actions qui pourraient valoir quelque chose un jour. Robert n'a apparemment jamais oublié. Whitfield a sorti un autre document de son dossier. Ce que nous savons, c'est ceci. Au cours des 3 dernières années, Robert Collins, par l'intermédiaire d'un avocat nommé Gerald Popp, a déposé 2 contestations judiciaires distinctes de la succession de Daniel. L'une alléguant une divulgation inappropriée d'actifs dans le testament original, l'autre affirmant que la fiducie avait été établie sous la contrainte. Les 2 contestations ont été rejetées, mais ces tentatives nous en disent long sur ses intentions. Mes mains étaient à plat sur la table. Je pouvais sentir mon propre pouls au bout de mes doigts. Et maintenant, dis-je, maintenant que les 3 ans sont passés et que le transfert a eu lieu, que fait Robert maintenant? Whitfield a fait une pause. Il va essayer à nouveau, Madame Collins, de manière plus agressive. Il l'a déjà fait. Hier après-midi, Gerald Popp a contacté mon bureau et m'a informé que Robert Collins a l'intention d'intenter une nouvelle poursuite civile, affirmant que Daniel manquait de capacité testamentaire lorsque la fiducie a été établie, et que vous avez exercé une influence indue sur lui. Ils vont soutenir que la fiducie est frauduleuse. J'ai laissé le silence s'installer un moment. Capacité testamentaire, influence indue, frauduleuse. Ils allaient prétendre que moi, une bibliothécaire de Cincinnati, j'avais manipulé mon mari ingénieur pour qu'il cache 44 millions de dollars et me les fasse parvenir. C'était presque risible, mais je ne riais pas. Dehors, sur Sycamore Avenue, le vent s'était levé. J'ai regardé une feuille jaune se plaquer contre la vitre de la fenêtre, puis s'arracher. Que ferait une personne à ce moment-là? Que ferais-je? M'enfuir? Pleurer? Appeler Ethan et m'effondrer? Non. Quelque chose se durcissait en moi. Quelque chose de calme, de froid et de déterminé. Monsieur Whitfield, dis-je,
À quel point la fiducie est-elle solide sur le plan juridique? Très solide. Daniel était méticuleux. La documentation est complète. Ces dossiers médicaux de cette période ne montrent aucun déclin cognitif. Il n'y a aucun motif pour une contestation réussie, à moins que l'avocat de Robert ne puisse fabriquer des preuves ou trouver un témoin prêt à commettre un parjure. Et vous pensez qu'il pourrait essayer cela? Whitfield a enlevé ses lunettes, les a polies une fois, les a remises. Je crois que Robert Collins est le genre d'homme qui pense que l'argent justifie presque tout. Oui, Madame Collins. Je crois qu'il pourrait essayer exactement cela. Je suis rentré de cette réunion à la banque dans un silence différent de celui dans lequel j'étais parti. Ce silence n'était pas de la confusion. C'était quelque chose en construction. Je me suis assise au bureau de Daniel, dans son bureau à la maison ce soir-là, entouré de ses dossiers à code couleur, et j'ai pensé à l'appel de Robert 6 semaines plus tôt. Toujours quelques surprises dans sa manche. Et au calcul froid derrière la lettre dactylographiée de Sandra. Ils tournaient autour de ça depuis 3 ans. Ils avaient intenté 2 procès et avaient échoué. Maintenant, ils allaient essayer de me dépeindre comme une femme manipulatrice qui avait volé son propre mari. J'ai pensé à tout ce que j'avais à perdre, pas seulement l'argent, bien que 44 millions de dollars ne soient pas rien, même pour une femme qui venait d'apprendre leur existence. J'ai pensé à ma réputation, à ce qu'un procès public ferait à mon nom dans cette communauté, au nom d'Ethan, à la mémoire de Daniel, à la possibilité d'avocats hostiles, de salles de déposition et d'années de guerre juridique éreintante conçues pour m'épuiser jusqu'à la reddition. Et puis j'ai pensé, qu'est-ce que Daniel voudrait que je fasse? Il avait caché la fiducie pendant 3 ans pour me protéger. Il avait choisi James Whitfield. Il avait été méticuleux. Il avait construit quelque chose de prudent et de solide, et il me l'avait laissé. Pas à Robert, pas à Sandra, à moi. Je n'allais pas y renoncer. J'ai ouvert mon ordinateur portable au bureau de Daniel et j'ai commencé à prendre des notes. J'ai noté tout ce que Whitfield m'avait dit, chaque nom, chaque date, chaque détail. J'ai noté l'appel de Robert, la lettre de Sandra. J'ai réfléchi à ce dont j'avais besoin, non pas émotionnellement, mais pratiquement. J'avais besoin de mon propre avocat, complètement distinct de Whitfield, quelqu'un de spécialisé dans les successions contestées et les litiges civils. J'avais besoin d'un enregistrement privé de chaque communication que Robert et Sandra m'avaient envoyée. J'avais besoin de comprendre exactement à quoi ressemblerait la stratégie juridique de Gérald Pope et de m'y préparer point par point. J'avais besoin, par-dessus tout, d'avoir 3 longueurs d'avance. J'ai écrit 2 mots en haut de la page et je les ai soulignés. Tout documenté. Le plan commençait à prendre forme. Il n'était pas dramatique. Il n'était pas né de la rage. Il était calme et systématique, ce qui, je commençais à le comprendre, était la seule façon de gagner le genre de guerre que Robert Collins voulait commencer. Le lendemain matin, j'ai appelé Ethan avant 8 heures. Il était 6 heures du matin pour lui à Denver, et sa voix était pâteuse de sommeil quand il a répondu, mais elle s'est rapidement aiguisée pendant que je parlais. Je lui ai tout raconté. Assise à la table de la cuisine, avec un café qui refroidissait à côté de moi, je lui ai tout expliqué. Whitfield, la fiducie, les 44 millions, les 2 procès ratés de Robert, la nouvelle menace. Il y a eu un long silence quand j'ai fini. Maman, dit-il prudemment. Est-ce que ça va? Je vais bien, Ethan. Je dois être pragmatique maintenant. Un autre silence. Puis, de quoi as-tu besoin de ma part? C'était mon fils. Pas de, tu es sûr, ou, peut-être que Robert a raison, ou, c'est accablant. Juste, de quoi as-tu besoin? Je l'ai aimé farouchement à ce moment-là. J'ai besoin du nom d'un bon avocat en contentieux, ai-je dit. Quelqu'un qui s'occupe de successions contestées, et j'ai besoin que tu saches ce qui se passe au cas où Robert ou Sandra essaieraient de te contacter. Ethan m'a donné 2 noms avant de raccrocher. Des avocats qu'il avait trouvés par l'intermédiaire de collègues à Denver qui avaient traité des litiges de succession complexes. J'ai noté les 2 noms et j'ai commencé à passer des appels le matin même. L'après-midi, j'étais assise dans le bureau de l'avocate Catherine Marsh, au centre-ville de Cincinnati.
Catherine Marsh avait 50 ans, elle était mince et directe, avec des cheveux sombres coupés courts et un bureau délibérément sobre. Pas de désordre décoratif, juste des dossiers, une bibliothèque juridique et 2 petites photographies encadrées sur son bureau sur lesquelles je n'ai pas posé de questions. Elle avait passé 22 ans à s'occuper de successions contestées et de litiges d'héritage, et elle avait la confiance spécifique et tranquille de quelqu'un qui a gagné suffisamment de cas difficiles pour connaître la différence entre une situation difficile et une cause perdue. Je lui ai tout expliqué. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant des notes précises sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et m'a regardé. Madame Collins, la fiducie, telle que Whitfield l'a structurée, est solide. L'échec des 2 contestations précédentes est en fait utile. Il établit un schéma de litige de mauvaise foi de la part de Robert. S'il intente un 3e procès avec le même argument central, un juge le remarquera. Il change l'argument, ai-je dit. Capacité testamentaire et influence indue, cette fois. C'est plus difficile à prouver, mais c'est aussi plus facile à défendre. Nous avons les dossiers médicaux de Daniel. Nous avons la chronologie montrant que la fiducie a été établie 7 ans avant sa mort, alors qu'il était en parfaite santé. L'influence indue nécessite la preuve que vous le dominiez ou le contrôliez. D'après ce que vous avez décrit, c'était le contraire. Elle m'a regardé. Vous n'aviez aucune idée que l'argent existait. Non, je ne le savais pas. Alors c'est en fait votre meilleur atout. Paradoxalement, vous ne pouvez pas avoir manipulé un homme pour lui faire cacher de l'argent dont vous ignoriez l'existence. Elle a tapoté son stylo sur le bloc-notes. Voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux toutes les communications que vous avez reçues de Robert Collins ou Sandra Collins depuis la mort de Daniel. Les relevés téléphoniques si vous les avez. Chaque lettre, chaque email, chaque SMS. Je veux les dates et le contenu approximatif de toutes les conversations verbales. Et je veux que vous cessiez toute communication avec eux à partir de maintenant. Tout passe par moi. J'ai hoché la tête. Il y a autre chose, ai-je dit. Je lui ai parlé de la lettre dactylographiée de Sandra. Je l'avais apportée avec moi, dans une pochette en plastique. La façon dont on protège quelque chose que l'on sait être une preuve, avant même de comprendre pleinement pourquoi. Catherine l'a prise par les bords. L'a lue. L'a relue. Actifs familiaux, dit-elle doucement. Cette phrase sera utile. Je suis rentrée du bureau de Catherine avec une sorte de stabilité différente de celle avec laquelle j'avais conduit ces derniers jours. Quelque chose se structurait maintenant, quelque chose avec une forme et des contours. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est ce qui s'est passé 3 jours plus tard. Je suis rentrée des courses un vendredi après-midi pour trouver un message vocal sur ma ligne fixe. J'en avais toujours une. Une habitude de Daniel, quelque chose que je n'avais jamais changé. D'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le message venait d'un homme qui s'est identifié comme Howard Pell, un ancien collègue de Daniel du début des années 1990. Sa voix était hésitante. Il a dit qu'il avait entendu dire, par des connaissances communes, qu'il y avait une activité juridique autour de la succession de Daniel. Il a dit qu'il devait me parler. Il a dit qu'il avait des informations qu'il pensait que je devrais savoir. Je suis restée dans ma cuisine, les sacs de courses encore dans mes mains, et j'ai écouté le message 2 fois. Puis j'ai appelé Catherine Marsh. Ne le rappelez pas vous-même, a-t-elle dit immédiatement. Donnez-moi le numéro. Je vais demander à mon associé de le contacter d'abord pour savoir qui est cet homme et ce qu'il a. Cela a pris 48 heures. Quand Catherine m'a rappelé, sa voix avait changé. Pas de façon spectaculaire, mais de la manière dont les voix changent quand l'information derrière elles est importante. Howard Pell était l'un des investisseurs initiaux dans la start-up des années 1990, a-t-elle dit. Il dit qu'il y a environ 8 mois, il a été contacté par Gerald Pope, l'avocat de Robert, et qu'on lui a demandé de fournir une déclaration sous serment affirmant que Daniel, au moment de l'investissement, avait exprimé de la confusion et de l'incertitude sur la nature de ce qu'il signait. Pope voulait que Pell dise que Daniel ne comprenait pas entièrement le contrat d'investissement. Je me suis assise. Cela soutiendrait l'argument de la capacité testamentaire. Exactement. Et voici la pièce maîtresse.
Pell dit qu'il a refusé. Il dit que Daniel était vif comme l'éclair à l'époque et qu'il ne mentirait pas sous serment. Mais il dit aussi que Pop n'a pas bien pris le refus. Pop l'a appelé 3 autres fois au cours des 2 mois suivants. Les appels sont devenus pressants. Pell les a trouvés assez effrayants pour prendre des notes. La pièce était très silencieuse autour de moi. Il a pris des notes, ai-je répété. Des notes datées et détaillées de chaque conversation. Il a sauvegardé les messages vocaux de Pop. Catherine a fait une pause. Madame Collins. Si ce que Howard Pell décrit est exact, Gerald Pop a tenté de suborner un témoin en préparation d'une poursuite civile frauduleuse. Ce n'est pas seulement de l'agressivité juridique. C'est potentiellement une conduite criminelle. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine le rosier dans le jardin, celui que Daniel avait planté. Qu'est-ce que tu savais, Daniel? Ai-je pensé. Jusqu'où étais-tu certain qu'ils iraient? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, ai-je demandé. On le documente, a dit Catherine. Soigneusement et complètement. Et ensuite, on décide quand et comment l'utiliser. Parce que ça, Madame Collins, c'est une arme, et on ne révèle pas une arme avant le moment où elle peut faire le plus de dégâts. J'ai compris. Robert et Sandra avaient passé 3 ans à construire leur dossier. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'ai passé 3 semaines à construire le mien. La distance entre nous venait de se réduire considérablement. Catherine a agi méthodiquement, comme je commençais à comprendre qu'elle le faisait toujours. Au cours des 2 semaines suivantes, elle a rencontré Howard Pell en personne et a fait enregistrer son témoignage dans une déclaration sous serment formel. Chaque date, chaque appel de Gerald Pop, chaque tentative de le pousser à faire une fausse déclaration. Pell avait 64 ans, était récemment retraité, et surtout, assez effrayé par ce que Pop avait fait pour être sincèrement prêt à témoigner. Ces enregistrements de messages vocaux ont été envoyés à une société d'expertise numérique pour authentification. Chaque document que Whitfield avait préparé pour la fiducie originale a été examiné et catalogué. Puis, un mardi matin gris de novembre, Catherine a déposé une requête préventive au tribunal du comté de Hamilton. La requête faisait 3 choses simultanément. Elle établissait et documentait formellement la fiducie et son transfert légal à mon profit. Elle incluait la déclaration sous serment complète de Howard Pell, ainsi que les enregistrements de messages vocaux authentifiés de la campagne de pression de Gerald Pop. Et elle demandait au tribunal de contraindre Gerald Pop et Robert Collins à répondre à des interrogatoires formels avant qu'une nouvelle poursuite civile ne soit déposée, les forçant essentiellement à répondre sous serment s'ils avaient tenté de fabriquer des témoignages. C'était une frappe préventive, le genre que l'on fait quand on sait que l'autre camp charge son arme et qu'on peut le prouver avant qu'il ne tire. Catherine m'a appelé une fois le dépôt terminé. C'est fait, a-t-elle dit. Ils le sauront dans les 24 heures. Ils l'ont su en moins de 6. Robert a appelé mon téléphone portable ce soir-là à 19h15. J'avais déjà dit à Catherine de s'y attendre, et j'avais déjà décidé exactement ce que je ferais. J'ai laissé sonner. J'ai regardé son nom sur mon écran, Robert Collins, et j'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche. Il n'a pas laissé de message. Sandra a appelé de son propre téléphone 11 minutes plus tard. J'ai laissé sonner aussi. À 20h40, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Robert debout sur mon porche, le col de son manteau relevé contre le froid de novembre. Il avait l'air différent de la dernière fois que je l'avais vu, aux funérailles de Daniel. Plus âgé, plus dur, avec une tension autour de la mâchoire que j'ai reconnue comme de la colère contenue. Sandra n'était pas avec lui. Il était venu seul. J'ai appelé Catherine. Robert est à ma porte, dis-je doucement. Ne lui ouvrez pas, a-t-elle dit sans hésitation. Ne lui parlez pas. S'il ne part pas dans 5 minutes, appelez la ligne de police non urgente et demandez une vérification de bien-être. Ça fera venir un agent sans faire escalader la situation. Je suis restée dans mon couloir dans le noir et j'ai écouté mon beau-frère sonner à ma porte 2 fois de plus. Puis il a frappé, fort et délibérément. Puis il a dit, assez fort pour que je l'entende clairement à travers la porte, « Maggie, je sais que tu es là. C'est une erreur, ce que tu fais.
Tu ne comprends pas ce que tu es en train de déclencher. Je n'ai rien dit. Maggie. Sa voix a changé, plus douce, presque conciliante. Le ton de quelqu'un qui a répété ça. Nous sommes de la famille. Daniel n'aurait pas voulu ça. Tu le sais. La famille. Le mot qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. Pas quand il a appelé pour prendre de mes nouvelles dans l'année qui a suivi la mort de Daniel. Pas quand il a manqué tous les anniversaires d'Ethan. La famille, maintenant qu'il y avait de l'argent en jeu. Il est resté sur mon porche pendant 11 minutes. J'ai chronométré. Puis j'ai entendu ses pas sur les planches de bois, entendu la portière de sa voiture, je l'ai entendu partir en voiture. Le lendemain matin, Catherine a reçu un appel de Gérald Pop. Elle me l'a rapporté cet après-midi-là, sa voix soigneusement neutre. Pop menace de contre-attaquer, affirmant que notre requête préventive est du harcèlement et de la diffamation. Il menace également de signaler Whitfield au barreau de l'Ohio au motif que la fiducie a été mal structurée. Elle a fait une pause. Il a fait un commentaire supplémentaire. Il a dit que si vous ne retirez pas la requête et n'acceptez pas une médiation aux conditions de Robert dans les 72 heures, ils contacteront les médias locaux et suggéreront que vous êtes une femme qui a épousé Daniel sous de faux prétextes et a passé 30 ans à dissimuler ses actifs à sa famille. Le silence s'est étiré entre nous. C'est du chantage, ai-je dit. Ce n'est pas assez précis sur le plan juridique pour être poursuivi comme du chantage, a dit Catherine prudemment. Mais c'est assez proche pour avoir de l'importance. Il parie que la menace d'un scandale public vous effraiera et vous poussera à accepter un accord. J'ai réfléchi à cela un long moment. J'ai pensé à ce que cela signifierait. Mon nom dans le journal local, les chuchotements à l'épicerie, les regards des gens qui nous connaissaient, Daniel et moi, depuis 30 ans. J'ai pensé à Ethan voyant le nom de sa mère dans un titre sur la fraude. Et puis j'ai pensé, ils n'ont rien de réel. Ils me menacent avec de la fumée. Dites à Maître Pop, ai-je dit lentement, que nous ne retirons pas la requête. Et dites-lui que si un seul mot de cela parvient aux médias, nous transmettrons immédiatement les preuves de subornation de témoins au bureau du procureur général de l'Ohio. Une plainte pénale complète. La licence d'avocat de Gérald Pop sera la première victime. Il y a eu un bref silence du côté de Catherine. Puis elle a dit, avec la satisfaction tranquille d'une femme qui a gagné quelques batailles dans sa vie, je transmettrai cela exactement comme vous l'avez dit. Pop n'a pas rappelé ce jour-là. Robert n'est pas réapparu à ma porte. Le délai de 72 heures est passé en silence. J'ai compris qu'ils n'avaient pas reculé. Ils avaient fait une pause. Ils se regroupaient. Le calme après une menace comme celle-là n'est pas la paix. C'est la respiration avant un autre type d'attaque. Mais j'étais fatiguée. Pas vaincue. Fatiguée comme on l'est après s'être tenu rigide contre quelque chose pendant des semaines et que cela a finalement, temporairement, cessé de pousser. J'ai appelé Ethan. J'ai appelé ma plus vieille amie, Diane, qui vivait à 2 rues de là, qui s'était assise avec moi la nuit où Daniel est mort et qui me connaissait mieux que presque n'importe qui. Je leur ai dit à tous les deux que j'avais besoin de quelques jours. J'ai passé ces jours lentement. J'ai cuisiné de vrais repas. J'ai marché dans le froid de novembre. Je me suis assise dans le fauteuil de Daniel dans le salon et j'ai lu un roman du début à la fin, sans m'arrêter pour penser aux fiducies, aux déclarations sous serment et aux hommes qui frappaient à ma porte dans le noir. Je me suis permis de faire un peu mon deuil. Pas seulement de ce qui se passait maintenant, mais de Daniel, correctement, pour la première fois depuis des semaines. Le secret qu'il avait gardé, la confiance que cela représentait. Il avait construit quelque chose pour moi, et j'allais le garder. L'offre est arrivée un lundi, 10 jours après l'épreuve de force. Elle n'est pas venue de Pop cette fois, mais d'un tiers neutre, un médiateur financier nommé Douglas Kerry, qui a appelé le bureau de Catherine et a demandé une réunion au nom de Robert Collins. Catherine m'en a parlé autour d'un café dans un café près de son bureau, le genre de briefing détaillé que j'en étais venue à attendre d'elle. Robert propose un règlement, a-t-elle dit. Il est prêt à abandonner toutes les contestations judiciaires actuelles et futures de la fiducie en échange d'un paiement unique de votre part de 11 millions de dollars, présenté comme un don volontaire de reconnaissance familiale.
J'ai enroulé mes deux mains autour de ma tasse de café et j'ai regardé par la fenêtre. Il pleuvait dehors, une pluie fine et froide de novembre qui rendait la rue argentée. 11 millions de dollars, ai-je dit. 11 millions de dollars. Catherine m'a observé. Il présente cela comme de la générosité de sa part, comme s'il vous faisait une faveur en ne demandant qu'un quart de la somme. J'ai compris exactement ce que c'était. C'était la main de velours après le point de fer. Ils avaient essayé de m'effrayer avec une confrontation sur mon porche, avec la menace d'une exposition médiatique, avec l'ultimatum, et rien de tout cela n'avait fonctionné. Maintenant, ils essayaient l'autre approche. Faire en sorte que l'argent ressemble à un fardeau que je serais heureuse de partager pour que tout s'arrête. 11 millions pour acheter la paix. 11 millions pour mettre fin aux appels téléphoniques, aux menaces et à la longue anxiété pesante des litiges. Étais-je tentée ? Je veux être honnête avec vous. Pendant environ 30 secondes, oui. 30 secondes assise dans ce café, à penser que tout serait simplement fini. 30 secondes à imaginer le silence qui suivrait. Et puis j'ai pensé au visage de Daniel, l'été avant sa mort, alors que nous étions assis sur le porche arrière, qu'il regardait le rosier et disait doucement, sans raison particulière, « Je veux que tu ailles bien, Maggie. » Après. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire à l'époque. Je le comprenais maintenant. Il avait passé des années à prendre des dispositions prudentes pour que j'aille bien. Pour que Robert Collins ne puisse pas prendre ce qui était à moi. Si je donnais à Robert 11 millions de dollars pour qu'il arrête de se battre, je n'honorerais pas le travail de Daniel. Je prouverais à Robert que les menaces et la pression étaient efficaces, ce qui signifiait qu'il les utiliserait encore et encore, parce que 11 millions deviendraient le plancher, pas le plafond. Non, ai-je dit à Catherine. On ne négocie pas avec ça. Elle a hoché la tête une fois, comme si elle ne s'attendait à rien de moins. J'informerai Douglas Kerry. Le rejet de l'offre a produit un nouveau type de silence du côté de Robert, le silence d'un homme qui recalcule. Catherine m'a averti d'être vigilante. Ces périodes de calme, a-t-elle dit, étaient souvent celles où les mouvements les plus sérieux étaient préparés. En attendant, je me suis appuyée sur les personnes qui me soutenaient. Diane Rearen était mon amie depuis 1989, l'année où Daniel et moi avions emménagé dans le quartier, et elle était apparue à notre porte avec un gratin et une offre d'aide pour les cartons. Elle avait maintenant 60 ans, était retraitée, 2 fois divorcée, et constitutionnellement incapable de patience avec les absurdités. Quand je me suis finalement assise et que je lui ai raconté toute l'histoire dans son salon, autour de 2 verres de vin, pendant que son vieux chat tournait autour du canapé, elle a écouté les mains jointes et les yeux vifs. Et quand j'ai fini, elle a dit, « Ces gens sont des parasites, Maggie. Tu fais exactement ce qu'il faut. N'ose pas flancher. » Ce n'était pas un conseil compliqué, mais c'était le conseil dont j'avais besoin. Ethan a pris l'avion de Denver le week-end suivant, a réservé le billet sans que je le demande, est simplement apparu à l'aéroport et m'a envoyé un texto pour que je vienne le chercher. Nous avons passé 3 jours ensemble dans la maison où il avait grandi, cuisinant, regardant de vieux films, parlant de Daniel comme nous ne nous l'étions pas permis depuis les funérailles. Il m'a regardé de l'autre côté de la table le 2e soir et a dit, « Papa savait ce qu'il faisait, maman. Il savait que tu gérerais ça. Tu crois ? Il te connaissait mieux que tu ne te connaissais toi-même parfois. » Ethan a souri, un peu triste sur les bords. Il disait toujours que tu étais la personne la plus discrètement têtue qu'il ait jamais rencontrée. J'ai gardé cette pensée longtemps. Il y a eu un autre soutien qui m'a surprise. James Whitfield, l'avocat spécialisé en succession qui avait géré la fiducie, m'a appelé la semaine après que j'ai refusé le règlement. Il a dit qu'au cours de sa carrière, il avait vu de nombreux héritages contestés, et qu'il voulait que je sache qu'il n'avait jamais préparé une fiducie avec plus de soins délibérés et documentés que celle sur laquelle Daniel avait insisté pour moi. Votre mari, a-t-il dit, s'est assis dans mon bureau pendant 6 heures le jour où nous avons finalisé les documents. Il a lu chaque paragraphe. Il a posé chaque question. Il se préparait exactement à ça. Je l'ai remercié. Quand j'ai raccroché, je suis resté un moment dans le couloir et je me suis permis de ressentir, très tranquillement et complètement, à quel point Daniel m'avait aimé. Puis je me suis redressé et je suis retourné au travail,
parce que Robert n'avait pas fini. J'en étais certaine. Le calme n'était pas la fin. Le calme était l'approche de quelque chose d'autre. J'avais raison. Ils sont venus un dimanche. Je me souviens clairement de la journée. Premier dimanche de décembre. Le ciel du blanc terne spécifique d'un matin d'hiver du Midwest. Les lumières de Noël déjà installées sur les maisons le long de la rue. Je préparais des flocons d'avoine quand j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Et quand j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu Robert et Sandra, ensemble, marchant vers ma porte d'entrée avec le pas prudent et délibéré de personnes qui ont répété cela. Robert portait une cravate. Sandra portait un plat couvert de papier d'aluminium. Je suis restée très immobile dans ma cuisine un instant et j'ai pensé, bien sûr. Bien sûr qu'ils font ça. J'ai appelé Catherine immédiatement. Elle n'a pas répondu. C'était dimanche matin, alors j'ai laissé un message vocal. Robert et Sandra sont là. Je vais écouter ce qu'ils ont à dire. Je n'accepterai rien. Puis j'ai mis le téléphone dans la poche de mon cardigan et j'ai ouvert la porte. Maggie. La voix de Robert était douce, pleine de remords. Il avait bien répété ça. Nous te devons des excuses. Sandra a tendu le plat en aluminium. J'ai fait un poulet rôti comme Daniel l'aimait. Sa voix s'est légèrement brisée sur le nom de Daniel. Juste assez. Je les ai regardés. Robert avec sa cravate, Sandra avec le plat. Tous les deux debout dans le froid sur mon porche avec leurs visages arrangés en expression de chagrin et de paix. Et j'ai reculé et je les ai laissés entrer, parce que refuser l'entrée leur dirait que j'avais peur, et je n'allais pas leur donner ça. Nous nous sommes assis dans le salon. Je n'ai pas offert de café. Je me suis assise dans le fauteuil de Daniel en face d'eux, les mains sur mes genoux, et j'ai attendu. Robert a parlé le premier. Il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi depuis cette malheureuse affaire avec l'avocat. Il a dit que les semaines passées lui avaient montré à quel point les choses avaient dérapé. Il a dit que l'argent leur avait fait perdre toute perspective à tous. Et que la famille, la vraie famille, était plus importante que n'importe quelle somme. Il a utilisé le nom de Daniel 3 fois dans les 2 premières minutes. Il a parlé des premières années, quand lui et Daniel étaient garçons, quand leur père était encore en vie. Il était très bon. Si je n'avais pas su ce que je savais, j'aurais pu le croire. Puis il en est venu au fait. Maggie, Sandra et moi avons réfléchi. Nous ne voulons pas de l'argent. Nous n'avons jamais vraiment voulu l'argent. Une pause. La pause calibrée d'un homme qui a déjà dit cette phrase. Ce que nous voulions, c'était nous sentir connectés à l'héritage de Daniel, sentir que nous faisions toujours partie de la famille. Et nous comprenons si tu t'es senti menacé par l'approche de notre avocat. C'était mal de notre part. Sandra s'est penchée en avant. Et si nous trouvions un moyen d'honorer Daniel ensemble? Un fonds de bourse d'études, peut-être? Quelque chose avec son nom dessus? Tu pourrais le gérer comme tu le voudrais. Nous voulons juste en faire partie. Elle a souri, douce et blessée. C'est tout. Juste faire partie de quelque chose qui maintient la mémoire de Daniel en vie. Je les ai regardés tous les deux. Un fonds de bourse d'études. J'en créerai un avec l'argent de Daniel, je mettrai le nom de son frère dans les remerciements, et en échange, Robert et Sandra feraient quoi exactement? Ils n'avaient rien dit sur le retrait des menaces juridiques. Ils n'avaient rien dit sur Gérald Pop et le témoin suborné. Ils n'avaient rien dit sur la demande de 11 millions de dollars. Ils m'offraient le sentiment de générosité en échange de rien du tout. Robert, dis-je, je veux te poser une question directement. J'ai gardé ma voix égale, agréable même. Est-ce que Maître Pop vous a conseillé de me rendre visite aujourd'hui? Un battement, juste le plus petit, au coin de l'œil gauche de Robert. Puis son expression s'est réajustée. Il ne s'agit pas d'avocat, Maggie. Il s'agit de la famille. Vous a-t-il conseillé qu'une visite personnelle de votre part et de celle de Sandra pourrait être efficace après que l'offre de règlement a été refusée? Sandra a posé sa tasse de café. Elle s'en était servie une sans y être invitée, ai-je remarqué. Maggie, nous ne sommes pas ici pour négocier.
Vous l'êtes absolument, dis-je doucement, sans élever la voix d'un seul degré. Vous êtes ici parce que chaque stratégie formelle que vous avez essayée a échoué. Et vous espérez que le poulet de Sandra et les souvenirs d'enfance de Robert réussiront là où les avocats ont échoué. Je me suis tournée vers Sandra. C'était un détail bien choisi, d'ailleurs. La recette préférée de Daniel. J'ai presque envie de savoir comment vous en êtes arrivé là. La pièce a changé. Pas de façon spectaculaire. Personne n'a crié. Personne ne s'est levé. Mais la performance s'est dissoute. Le visage de Robert a perdu sa tristesse arrangée et est devenu ce qu'il était vraiment. Calculateur, tendu, frustré. Tu fais une erreur, a-t-il dit. Sa voix était différente maintenant. La chaleur répétée avait complètement disparu. Tu ne sais pas ce que tu fais, Maggie. Tu as été isolée par cette avocate. Tu as laissé une étrangère te convaincre de te couper de la seule famille qu'il restait à Daniel. Quand ça ira au tribunal, et ça ira au tribunal, le juge verra une femme qui a refusé toutes les offres raisonnables, qui a instrumentalisé le malaise d'un vieil homme. Howard Pell a 64 ans, ai-je dit, et il n'était pas mal à l'aise. On le pressait de commettre un parjure. Silence. Nous en avons fini pour aujourd'hui, ai-je dit. Je me suis levée. J'aimerais que vous partiez. Sandra, tu peux prendre le poulet. Je ne le mangerai pas. Robert se leva lentement. Sa mâchoire était rigide. Un instant, il me regarda. Me regarda vraiment. Et j'ai vu dans ses yeux la chose que j'avais soupçonnée d'être toujours là, la conviction que j'étais un obstacle facile, une bibliothécaire, une veuve, quelqu'un que l'on pouvait gérer. Tu le regretteras, a-t-il dit. Peut-être, ai-je répondu. S'il vous plaît, partez. Ils sont partis. Sandra portait le poulet. Robert ne s'est pas retourné. J'ai fermé la porte et je suis restée dans le couloir, et pour la première fois depuis le début de tout cela, j'ai eu vraiment peur. Pas la lassitude anxieuse des semaines passées, quelque chose de plus viscéral, parce que le masque était complètement tombé maintenant. Il n'allait pas s'arrêter. Ils avaient essayé l'intimidation, le chantage, la pression juridique, la tentation financière et la manipulation émotionnelle, et j'avais tout refusé. Et le regard dans les yeux de Robert quand il est parti m'a dit que le prochain mouvement serait le plus sérieux de tous. Mais la peur, je le découvrais, n'est pas toujours le contraire de la force. Parfois, elle en est le carburant. Je suis retournée au bureau de Daniel et j'ai appelé directement le portable de Catherine. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Ils sont venus, ai-je dit. Ça ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Nous devons être prêts. Robert va passer à la vitesse supérieure. Je sais, a-t-elle dit. Je m'y préparais. Pouvez-vous venir au bureau demain matin? Oui, ai-je dit. 7 heures. J'apporterai tout. Robert a intenté un procès un mercredi matin, la deuxième semaine de décembre. La plainte faisait 47 pages. J'ai lu chaque page à la table de ma cuisine, lentement, avec un surligneur jaune. La plainte était précisément ce que Whitfield avait prédit, incapacité testamentaire, influence indue, dissimulation frauduleuse. Elle était construite sur une seule déclaration sous serment d'un comptable à la retraite nommé Vincent Caille, qui prétendait avoir vu Daniel dans un état de confusion cognitive importante au printemps 2018, la période même pendant laquelle la fiducie avait été établie. Je n'avais jamais entendu ce nom en 30 ans de vie avec Daniel. Ethan non plus. À midi le même jour, l'enquêteur de Catherine avait la réponse. Vincent Caille était un comptable à la retraite de Dayton qui avait été un frère de loge maçonnique du père de Gerald Pope. Il n'avait aucun lien documenté avec Daniel Collins à aucun moment de sa vie. Sa déclaration sous serment affirmait qu'il avait rencontré Daniel à une conférence d'affaires à Columbus en mars 2018 et l'avait trouvé visiblement bouleversé et confus. Une rencontre pour laquelle il n'y avait aucune trace d'inscription, aucune réservation d'hôtel, aucun autre témoin et aucune documentation d'aucune sorte. C'était fabriqué. Un témoin fabriqué, inséré dans un document juridique sous serment. Ils ont fabriqué un témoin, ai-je dit.
Oui, a dit Catherine. Et nous le présenterons au juge en premier. Nous les laisserons entrer dans cette salle d'audience en croyant que leur témoin est solide. Puis nous le démantèlerons devant tout le monde. L'audience a eu lieu le 19 décembre. Je portais du bleu marine. Catherine portait du gris anthracite. Nous sommes arrivés 15 minutes en avance. Robert et Sandra sont venus avec Gérald Popp, qui se déplaçait avec la confiance vive d'un homme qui croit que le résultat est déjà décidé. Il m'a vu de l'autre côté du couloir. J'ai soutenu son regard sans expression, puis j'ai détourné les yeux. La juge Patricia Okafor a ouvert la séance à 9h15. Popp a présenté son cas en douceur. Le prétendu déclin cognitif de Daniel, l'influence indue, la déclaration sous serment de Vincent Caille. Il était poli et certain. Puis Catherine s'est levée. Elle a commencé par Howard Pell, la campagne de pression documentée, les messages vocaux authentifiés, les appels de Popp demandant un faux témoignage. Puis elle s'est tournée vers Vincent Caille. Elle a présenté les conclusions de l'enquêteur. Aucune documentation ne plaçant Caille à Columbus en mars 2018. Aucune inscription à une conférence. Le lien de 30 ans dans la loge entre la famille de Caille et celle de Popp. Une déclaration sous serment formel du centre de convention de Columbus confirmant qu'aucune telle conférence n'avait eu lieu. La partie adverse, a dit Catherine, a commis une fraude envers ce tribunal. Cette procédure est basée sur un témoin fabriqué, suite à une campagne antérieure documentée visant à solliciter un parjure d'un autre témoin qui a refusé. Le silence dans la salle d'audience était complet. La juge Okafor a regardé ces documents. Puis elle a regardé Popp. Maître Popp, pouvez-vous produire une quelconque documentation plaçant Vincent Caille à Columbus en mars 2018 ? Une pause. 5 secondes. Votre honneur, nous aurions besoin de plus de temps pour, une réponse par oui ou non suffira. Derrière Popp, Robert Collins a posé ses deux mains à plat sur ses genoux et a regardé le sol. Le geste d'un homme regardant ce qu'il a construit s'effondrer. Non, a dit Popp. Pas pour le moment. Cette audience est suspendue en attendant un examen formel de la conduite de la partie adverse, a déclaré la juge Okafor. Je renvoie cette affaire au Conseil de déontologie de la Cour suprême de l'Ohio et j'émets une ordonnance de protection en faveur de Madame Collins pour la durée de la procédure. Elle a regardé Robert directement. Monsieur Collins, comprenez-vous ce que je vous dis ? Oui, votre honneur, a-t-il dit. Je suis restée assise, les mains jointes sur mes genoux, et je n'ai rien ressenti de théâtral, ni triomphe, ni rage, seulement la satisfaction profonde et posée d'une femme qui avait fait le travail et l'avait laissé parler de lui-même. Les semaines qui ont suivi l'audience se sont déroulées avec la logique systématique des conséquences rattrapant l'action. La licence d'avocat de Gérald Popp a été suspendue pour 3 ans en attendant un examen pénal, après que le Conseil de déontologie a conclu qu'il avait matériellement contribué à la fabrication de témoignages sous serment et avait tenté de suborner Howard Pell. Vincent Caille a conclu un accord de poursuite différé, a admis avoir fourni une déclaration sciemment fausse, et a été mis en probation pour 2 ans. La poursuite civile a été rejetée avec préjudice. Robert ne pourrait jamais plus porter la même plainte, et il a été condamné à payer les frais d'avocat des 2 parties à partir du moment où le témoin fabriqué a été introduit. Robert lui-même a plaidé coupable à un seul chef d'accusation de dépôt d'un document frauduleux, 18 mois de probation, une amende substantielle, et un jugement civil permanent lui interdisant de contester la succession de Daniel sous quelque forme que ce soit. Le jour où il a plaidé coupable, je n'étais pas dans la salle d'audience. J'avais fait ce qui devait être fait. Je n'avais pas besoin de regarder la fin. Ce que j'ai fait à la place, c'est rencontrer Whitfield et Catherine à son bureau, la même pièce où il m'avait expliqué pour la première fois la fiducie de Daniel. Le soleil d'hiver entrait par les hautes fenêtres. Nous nous sommes assis à la table de conférence et avons discuté de ce qu'il fallait faire avec ce que Daniel m'avait laissé. J'ai créé le fonds de bourse d'études commémoratif Daniel R. Collins à l'école d'ingénierie de l'Université de Cincinnati, son alma mater, avec une dotation de 3 millions de dollars, finançant 10 bourses complètes chaque année pour les étudiants en ingénierie de première génération. Daniel avait été le premier de sa famille à aller à l'université. Cela semblait juste. J'ai remboursé la maison.
J'ai remboursé les prêts étudiants restants d'Ethan sans qu'on me le demande. J'ai engagé un conseiller financier rémunéré uniquement à l'honoraire et j'ai investi le reste de manière conservatrice. Daniel aurait approuvé. Sandra a envoyé une lettre dactylographiée 6 semaines après le plaidoyer de Robert. Elle disait qu'elle espérait que je pourrais trouver dans mon cœur, avec le temps, la force de pardonner. Je l'ai lu à la table de ma cuisine, j'y ai réfléchi, et je l'ai classé. Pas à la poubelle, dans un dossier. Parce que la préservation, avais-je appris, est plus utile que la réaction. En mars, Catherine m'a envoyé l'ordonnance finale du tribunal avec une note manuscrite. Félicitations, Maggie. Daniel avait bien choisi. Je l'ai mise dans le système de classement à code couleur de Daniel. C'était comme une conversation qui continuait. J'avais 52 ans quand la banque a appelé. J'avais 53 ans quand le dernier document a été classé. 12 mois. L'année la plus longue de ma vie, et la plus éclairante. Je ne suis pas devenue une personne différente. J'étais toujours la femme qui découpait les bons de réduction, parlait au rosier et cuisinait trop. Ce qui a changé, ce n'est pas qui j'étais. Ce qui a changé, c'est ce que je savais de qui j'étais. Discrètement têtu, avait dit mon fils. Daniel l'avait su bien avant moi. Le printemps qui a suivi a été le printemps le plus ordinaire de ma vie. Et je dis cela comme le plus grand compliment que je sache faire. J'ai replanté le jardin correctement. J'ai rejoint le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif pour la littératie financière des femmes. J'ai trouvé un thérapeute. Je le dis simplement, sans excuse. Parce que l'année avait été traumatisante d'une manière que je n'avais pas pleinement réalisée en la vivant. Je suis allée à Denver voir Ethan, j'ai fait de la randonnée avec lui à Red Rock, et je me suis tenue au sommet, regardant la vaste distance de l'Ouest, me sentant, sans drame, complète. À l'été, j'allais, de manière spécifique et sans ostentation, vraiment bien. La vie de Robert et Sandra a pris une direction différente. La condamnation pour crime a coûté à Robert son emploi de 19 ans. Le monde social de Sandra, construit sur la respectabilité et le statut de belle-sœur de Daniel, s'est fortement contracté. Ils ont déménagé dans une plus petite ville de l'Indiana l'automne suivant. Un nouveau départ du genre qui vient après les conséquences, plutôt qu'avant. Le fonds de bourse d'études a attribué ses premières bourses cet automne-là. 10 étudiants en ingénierie de première génération.